Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Taloche, la chaîne du catch qui claque aujourd'hui. Et comme les derniers jours, je rattrape mon retard pour parler des shows que je n'avais pas forcément eu le temps ni l'envie, je vais pas vous mentir, de reviewer sur la chaîne. Aujourd'hui, je m'attaque à Ring of Honor 19e anniversaire. Le 19e anniversaire, bien sûr, c'est le même nom que le show. 19e anniversaire de Ring of Honor le 26 mars 2021. Voilà, je vais vous parler de ce show-là après un Final Battle qui m'avait pas forcément tant emballé que ça. Il me semble que c'était même pas en 2020, du coup, je crois que le show n'avait pas eu lieu en 2020. Mais voilà, ces derniers temps, j'avais eu beaucoup de mal avec Ring of Honor. Mais là, le show, dans sa globalité, m'a beaucoup plu, mais de toute façon, je vais en parler dans cette critique. Pour commencer, on commence avec le show principal. Je n'ai pas regardé le pré-show, même si j'en reviendrai surtout pour un match un peu plus tard, parce qu'il a été un petit peu teasé dans le pré-show, dans le dark show. Je sais pas comment on annonce ça du côté de Ring of Honor. Mais du coup, le show principal, il a commencé avec le titre télévision. Je remets un petit peu dans le contexte avant de commencer parce qu'il y a eu des changements un petit peu anecdotiques. Pas du tout. C'est pas anecdotique le mot que je cherchais. C'était des changements importants. Donc voilà, vraiment, je me trompe totalement. Des changements importants dans la carte suite à la blessure de Dragon Lee, qui est champion par équipe et champion TV de Ring of Honor. Donc forcément, il fallait trouver quelque chose pour s'adapter, étant donné qu'il fallait quand même voilà, avoir des programmes. Il est censé avoir 2 matchs dans la soirée, donc forcément, il fallait qu'on continue ces programmes, sinon on avait quand même 2 matchs importants en moins. Donc on a adopté ça du côté de Ring of Honor avec les partenaires de son clan, la faction Igor Bernables, qui l'ont remplacé pour les matchs. Du coup, Ring of Honor TV, c'était la ceinture qui a été remise en jeu par Kenny King, du coup, à la place de Dragon Lee, accompagné de Amy Rose, et qui faisait face à Tracy Williams, qui lui, pour le coup, n'a pas changé, c'est toujours été Tracy Williams dans l'histoire. Le bon match pour commencer le show, c'était très très cool. Tracy Williams, ça fonctionne bien. Du côté de Ring of Honor, apparemment, il mise bien sur lui. Et le combat était très très cool. Voilà, malgré le fait que on pouvait s'attendre de base à un match quand même meilleur, parce qu'il faut quand même l'avouer, Dragon Lee, ça reste quand même un gros nom. J'apprécie Kenny King, mais c'est pas le même niveau, la même attente, on va dire. Donc voilà, le match était quand même très très bon, très très correct. Ils ont très très bien démarré le show. Kenny King, il a joué du fait qu'il soit un petit peu athlétique pour bien jouer Tracy Williams. Il arrive à s'en sortir dans à peu près tous les styles. Voilà, autant la bagarre que la technicité, que la soumission, le mec est très très complet sur un ring. J'avoue que je suis pas forcément le plus grand fan de Tracy Williams, parce que je trouve qu'il manque de charisme quand même. Mais le match était très bon. C'est une victoire de Tracy Williams après disons une altercation, une distraction plutôt de Amy Rose. Kenny King voulait un petit peu tricher, voilà, dans le dos de l'arbitre. Donc Amy Rose envoie la ceinture TV pour que Kenny King puisse l'utiliser. Malheureusement, Amy Rose, on le verra un petit peu plus tard dans cette soirée, n'est pas très à droite de ses mains, un petit peu comme moi d'ailleurs. Donc je la comprends, pour le coup c'est pas vraiment sa faute, voilà, elle essaye, elle fait pas exprès. Mais elle envoie cette ceinture au milieu, entre les deux compétiteurs, entre Tracy Williams et Kenny King. Elle distrait l'arbitre du coup à ce moment-là, mais du coup les deux se regardent. Kenny King et Tracy Williams se regardent et ils se disent ok, alors là, on est tous les deux à la même distance de cette ceinture. Le premier qui l'attrape, il défonce l'autre. Mais bien sûr, Tracy Williams, de son intelligence, parce que c'est aussi un catcheur intelligent, en plus d'être très complet sur un ring, il laisse Kenny King se baisser pour attraper la ceinture, et du coup il le récupère directement en pile driver pour planter sa tête directement dans le ring et remporter cette victoire, et du coup remporter la ceinture TV. Voilà, c'était vraiment un super opener, un super entrée en matière du côté de Ring of Honor. Ils ont réussi à combler l'absence de Dragon Lee durant ce combat, grâce à Kenny King qui a quand même fait une bonne prestation, il faut quand même l'avouer. Je reviendrai un petit peu plus tard sur toute cette histoire autour de la faction Ego Benables, parce que c'est très intéressant ce qui va se passer, je pense, en tout cas à l'avenir, ça peut être très intéressant. Voilà, Tracy Williams, nouveau champion télévision du côté de Ring of Honor. Deuxième match, c'était Flip Gordon contre Mark Briscoe. Je vous avoue pas forcément avoir suivi les histoires depuis le retour de Ring of Honor dans leur show hebdomadaire. Il me semble qu'ils sont revenus il y a 2 mois maintenant. J'ai pas forcément tout suivi, donc je sais pas du tout s'il y a une réelle construction autour de ce match-là. Mais le match n'était pas forcément plus rapide que ça. Et
en soi, ils m'ont pas forcément non plus raconté s'il y avait une rivalité dessus. Ils ont fait du très bon catch, mais pas forcément en me racontant quelque chose de plus que faire un bon match de catch construit, très bien construit. Donc j'imagine qu'il n'y avait pas forcément. C'était surtout un match d'exhibition. Voilà. Victoire de Flip Gordon après 7 minutes de match. Avec. Voilà, c'est très bien joué. Flip Gordon. euh, Très, très cool. Voilà, malgré le fait que j'apprécie pas forcément la personne, en tout cas sur les réseaux sociaux, ce soit pas forcément quelqu'un que je trouve très smart, très intelligente, j'ai envie de dire. C'est un match quand même très très cool. Mark Briscoe, il a toujours une gueule assez incroyable. J'aimerais vraiment beaucoup plus voir Mark Briscoe dans du hardcore, hein, parce que je trouve qu'il dégage du hardcore en fait, tout simplement. Mais voilà, 7 minutes d'un très bon combat d'exhibition. Flip Gordon qui continue sur son personnage de mercenaire qui lui va très bien d'ailleurs. J'apprécie beaucoup. Mais qu'en est-il de la suite pour Flip Gordon? J'espère qu'il sera peut-être un peu plus utilisé pour des choses un peu plus pertinentes. Même si je pense pas que ce soit dans l'immédiat hein, du côté des officiels, tout simplement parce que c'est un petit peu bouché aussi en haut de carte. Mais voilà, Flip Gordon reste quand même une valeur sûre dans Ring of Honor, ça fait plaisir de voir ce genre de match, même Mark Briscoe reste une valeur sûre d'ailleurs. Prochain match, c'était Dalton Castle contre Josh Woods, qui est accompagné toujours de Silas Young, qui est un petit peu son équipier, son manager. Dalton Castle et Josh Woods, encore une fois, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas forcément suivi la construction de cet affrontement, mais c'est un match que j'ai quand même vraiment bien apprécié sur le ring. Josh Woods et Silas Young, j'avais un petit peu suivi leur équipe, leur duo, ces derniers temps. C'est Silas Young qui a un peu récupéré Josh Woods sous son aile pour un petit peu le faire apprendre, voilà, parce que c'est un vrai man, un vrai homme en français. Et Dalton Castle qui vacille un petit peu par-ci par-là. Il a renouvelé son contrat hein, du côté de Ring of Honor, mais sans réel but, j'ai l'impression. Voilà, il est là, il comble les trous quand il faut, il est efficace. Je sais même pas s'il est encore heal ou face. Il avait l'air un petit peu plus d'être heal hein, durant cet affrontement. Mais voilà, Dalton Castle, c'est un catcheur que j'apprécie. J'ai bien apprécié aussi sa montée dans la carte de Ring of Honor, même si j'ai pas trouvé que sa prise de titre champion du monde était pertinente, et d'ailleurs son run non plus n'était pas forcément pertinent. Mais tout ce qui s'en est suivi, en tout cas son heel turn, pour moi je trouvais ça très cool et ça pouvait redonner de l'intérêt autour de ce personnage. Mais force est de constater que pour l'instant, en tout cas, c'est stagnant. Voilà, c'est stagnant. En tout cas, Josh Woods, c'est pas forcément un catcheur sur lequel je m'étais intéressé plus que ça ces derniers temps. Et pour le coup, c'était pas une découverte, mais en tout cas, voilà, je me suis dit, allez, on va essayer, on va s'intéresser au truc. Et je l'apprécie beaucoup. Il a une bonne gueule. J'aime bien ses tatouages, c'est peut-être un détail, hein, mais les tatouages, pour moi, je trouve que c'est important d'avoir des bons tatouages. Et pour le coup, lui, il a vraiment des bons tatouages, parce que c'est aussi un aspect esthétique. Hein, les tatouages, ça fait partie de la forme physique, de ce qu'on présente, de la tenue aussi. Voilà, et du coup, les tatouages, j'adore. C'est le genre de tatouage dont je suis fan d'ailleurs, on peut dire. Et voilà, le seul problème, en gros, vraiment pour chipoter, c'est qu'il a pas de genouillère. Je comprends tout à fait, ça va un petit peu avec son personnage de lutteur, de mec qui fait un petit peu du mixed martial arts, hein, du MMA. Donc pour le coup, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que moi, je voue pas un culte, mais un amour pour les catcheurs qui ont des genouillères. C'est peut-être un truc con, hein, mais des bonnes genouillères, c'est quand même, voilà, une bonne tenue, c'est quand même cool. Victoire de Dalton Castle après une trahison de Silas Young. Josh Woods qui a fait un match clean, c'est le face hein, dans l'histoire, il a essayé de vraiment faire la différence de manière clean, et d'ailleurs il commence à faire la différence. Silas Young, du coup, qui était son manager sur le bord du ring, a voulu que Josh Woods utilise une chaise pour un petit peu, voilà, taper un peu plus fort, réussir à gagner, tricher, tout ça. Josh Woods qui a gentiment refusé, il a dit non, moi j'ai pas besoin de ça, machin. Et du coup, Silas Young, il a un petit peu mal pris, donc il a frappé, bien sûr, dans le dos de l'arbitre. Josh Woods directement dans la tête, alors qu'il avait été repoussé par Dalton Castle dans les cordes. Et du coup, Dalton Castle qui en profite derrière pour faire un petit paquet et remporter la victoire. Voilà, Dalton Castle, c'est pas forcément la chose pertinente qui gagne ce match, mais c'est surtout le fait que le duo, en tout cas de Josh Woods et de Silas Young, se termine ici, maintenant, comme ça. Silas Young, du coup, qui est un petit peu provoqué après en lui disant tu veux pas de mon aide, tu la refuses à chaque fois, bah maintenant tu vas voir, tu vas en prendre plein la gueule. C'est quelque chose d'assez classique, c'est la relation maître-élève, avec le maître qui devient un petit peu aigri et le rookie, le jeune, qui veut pas forcément non plus prendre le chemin qu'avait pris le vétéran. C'est du classique, mais ça fonctionne bien.
J'ai hâte de voir la suite autour de ce programme-là parce que j'apprécie les deux catcheurs beaucoup et surtout j'ai envie de voir Josh Woods vraiment plus mis en avant parce que c'est un très très bon catcheur, il a une très bonne attitude, un très bon voilà, charismatique, super en forme physiquement. Voilà, il a tout. Pour moi, c'est le genre de mec qui a vraiment un total package. Et pourquoi pas, après cette rivalité avec Silas Young, aller viser la division pure de Jonathan Gresham. Ça pourrait être très cool parce que je pense qu'il peut vraiment s'épanouir dedans. En tout cas, Josh Woods peut être très pertinent dans une division pure. Voilà, c'était un match quand même très sympathique sur le ring. Je ne l'ai pas précisé, mais c'était quand même très très sympathique. Le prochain match, c'est un match avec beaucoup plus d'histoire. C'est Jay Briscoe et EC3. EC3 qui a fait ses débuts du côté de Ring of Honor il y a maintenant quelques mois. Oui, c'est ça, parce que ça fait pas 2 mois en fait, hein, je me suis trompé, hein. J'ai dit que ça faisait 2 mois que Ring of Honor était revenu, mais non, ça fait plus de temps. Il me semble qu'ils sont revenus en novembre de l'année dernière, du coup 2020. Donc ça fait un petit moment, et les deux devaient s'affronter d'ailleurs à Final Battle. Oui, c'est ça, c'était Final Battle qui m'avait pas plu, hein, le pay-per-view. Je pensais que c'était celui de 2019, mais non, il y a bien eu en 2020 un Final Battle qui m'a vraiment pas plu. Et du coup, voilà, les deux devaient s'affronter à la base à Final Battle, mais EC3 a été covidé. Voilà, donc forcément, le match a été un petit peu repoussé. Ils ont fait une sorte de match du côté du Weekly, si j'ai bien compris, mais finalement qui s'est avéré être un no contest ou un disqualification, il me semble. Et du coup, on a vraiment le match qu'on devait avoir, j'imagine, qui devait avoir normalement lieu à Final Battle, qui est ce soir, du coup, du côté du 19e anniversaire. Jay Briscoe contre EC3, voilà, on a une rivalité qui est assez sympathique. EC3 qui a rejoint le roster de Ring of Honor, déjà, premièrement, un peu comme une sorte d'allié à Jay Briscoe, puis finalement, il a un peu provoqué pour voilà. C'est un petit peu le nouveau personnage d'EC3 hein, qui est difficile à définir, parce qu'il est là, comme il l'a fait d'ailleurs du côté d'Impact, très pertinent aussi, il est là un petit peu pour upgrader les mecs qui sont présents, pour leur dire vous pouvez faire plus, vous êtes mieux que ce que vous pourrez penser. Et c'est toujours très cool, et du coup c'était un petit peu la thématique de ce match-là. Match qui a duré une vingtaine de minutes, il me semble, hein, quelque chose comme ça. Où EC3, qui est d'ailleurs arrivé en tenue de catch, et tout de muscles vêtus, il a voilà, vraiment incroyablement en forme. Hein. EC3, je parlais dans la vidéo précédente consacrée à NWA de Chris Adonis, anciennement Chris Master, qui est resté en forme depuis 15 ans dans une forme olympique, mais EC3 actuellement c'est une machine. Hein. Le mec est plus musclé que n'importe qui dans le monde du catch, c'est assez impressionnant. Du coup voilà, c'était un petit peu cette histoire-là, EC3 qui veut que Jay Briscoe l'honore, en gros, le confirme dans le roster de Ring of Honor. C'était quelque chose de pertinent. J'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est une thématique qu'on remarque pas trop, hein, j'ai remarqué du côté du catch qui est pas forcément mise en avant alors que ça existe beaucoup. C'est tout simplement le fait que le nouvel arrivant, même si c'est un gros nom, il doit se faire à ce nouvel environnement, voilà, où il catch. Et du coup, c'était tout à fait l'histoire qu'il y a eu autour de Jay Briscoe et d'EC3. Jay Briscoe qui, je le rappelle pas, hein, mais est quand même le patriarche de Ring of Honor. Il me semble que c'est le mec qui est là depuis plus longtemps, parce qu'il est là depuis l'ouverture de la Ring of Honor. Il me semble qu'il a fait d'ailleurs le premier show, Ring of Honor. Donc, pour le coup, c'est vraiment très pertinent. Voilà, c'était un match pas forcément des plus mémorables sur le ring. EC3, c'est un catcheur qui est pas mauvais, mais qui est quand même assez basique. C'est ce que généralement moi j'appelle le Made in WWE. Hein, vraiment, il catch de manière WWE. Mais c'est, j'ai envie de dire, sympa d'avoir ce genre de confrontation du côté de Ring of Honor. Voilà, Jay Briscoe, c'est un très bon catcheur. Je suis pas forcément le plus grand fan de Jay Briscoe, mais je trouve quand même qu'il est toujours pertinent. Même si, comme la plupart des gens qui restent dans une promotion trop longtemps commencent à tourner en rond, Jay Briscoe arrive toujours à pas forcément stagner, mais à trouver quelque chose qui le remet sur une histoire ou une autre. Donc voilà, là pour le coup, ça c'était pertinent, c'était cool. C'est une victoire de Jay Briscoe. À la fin du combat, c'était aussi très très cool, où EC3 se prend des coups de pied directement dans la tête alors qu'il est à genoux, et qui commence à rigoler, et du coup finalement il le porte son J-Driller, son palo driver porté, son butterfly palo driver, j'ai envie de dire, c'est le nom littéral, de Jay Briscoe sur EC3 pour gagner. Et après le match, Jay Briscoe décide de serrer la main d'EC3 en signe de respect. Donc j'imagine que c'est un petit peu voilà, son baptême qui est fait. Il s'est fait bisuter, hein, EC3 en gros, mais il l'a voulu, donc pourquoi pas.
Et voilà, j'imagine que c'est pour confirmer officiellement le fait qu'Issifree soit un membre à part entière du roster de Ring of Honor. Et du coup, j'ai hâte de voir la suite du côté d'Issifree parce que c'est un catcheur que j'apprécie vraiment beaucoup, notamment depuis qu'il est arrivé du côté d'Impact à l'époque avec son personnage de Ethan Carter the First, qui est du coup le nom en entier de Issifree, hein, c'est Ethan Carter, troisième du nom. Mais voilà, depuis ce personnage-là, il est vraiment très très pertinent, même si je l'aimais déjà bien avant, hein, quand il était encore Derek Batman du côté d'NXT, avec comme pro d'ailleurs Daniel Bryan. Mais voilà, c'est vraiment dommage d'ailleurs hein, que WWE n'ait rien fait avec lui, d'ailleurs n'ait rien tenté de faire avec lui, parce que pour le coup, c'est un catcheur incroyable. C'est un catcheur incroyable. C'est le genre de catcheur où je me dis, le mec peut te vendre des billets, peut te mettre des culs dans des chaises, comme on dit, juste avec sa présence, quoi. S'il est bien utilisé, le mec peut être un magnifique WWE guy, hein, comme John Cena d'ailleurs. Le mec a le forme physique, il a la promo, le ring est pas dégueulasse, il a tout, quoi. Donc dommage pour WWE, mais tant mieux pour Ring of Honor, qui est pas forcément non plus très habitué, je trouve, de ce genre de catcheur. Mais voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je suis très intrigué par la suite de Issifree, et que surtout j'ai hâte de voir la suite de Issifree du côté de Ring of Honor. Match suivant, du coup, c'était un match à 3, un match 3 freeway. Bandido, Flamita et Reorus qui s'affrontaient, les membres du Mexi Squad. Vous devez vous dire, si vous n'avez pas suivi et si vous n'avez pas écouté de critiques de mes confrères sur YouTube, mais qu'est-ce que ce match fait là? Quelle est donc la construction? Eh bien tout simplement, c'est une construction qui s'est faite en pré-show. C'était un match pour les titres par 3 à 3 de Six Men, les titres Six Men du côté de Ring of Honor qui existent bien sûr, défendu par la Shane Taylor promotion. Shane Taylor, l'ancien champion de télévision, Kone et Moss qui sont ses acolytes, d'ailleurs que j'apprécie beaucoup, c'est une bonne équipe. Dommage qu'ils catchent que pour les titres A3, qui affrontaient les Mexi Squad, et du coup il y a une sorte de dissension durant cet affrontement qui a mené à ce match-là, qui était aussi, j'imagine, un match pour combler la carte, qui était quand même très très légère, il faut l'avouer. Et il y a eu beaucoup de matchs d'exhibition hein, d'ailleurs dans cette carte, chose qui est assez étonnante. Quand tu regardes, tu dis un show 19e anniversaire, où t'as pas forcément tout qui est booké en avance, c'est assez étrange. Mais voilà, pour le coup, le match, lui, a été teasé, comme je l'ai dit, du coup, dans le pré-show, donc il y avait quand même une histoire autour de ces 3 luchadors. Match très pertinent, on pouvait s'y attendre, c'est de la lucha libre, c'est de la voltige, c'est des gens qui sautent par-dessus les cordes et qui enchaînent des prises avec 3 catcheurs d'un coup. C'était super cool, les 3 ont super bien joué. L'histoire surtout autour d'eux, c'était que Flamita avait un petit peu le rôle du heel arrogant qui en voulait un petit peu à Bandido, qui était lui le mec aimé de tous. Forcément, Bandido c'est peut-être l'un des meilleurs catcheurs de la planète actuellement, surtout nord-américain. Et Reorus qui se trouve être la troisième roue du carrosse, qui voilà, on sait pas pourquoi il est là, mais il essaie de calmer le jeu entre les deux. Et le match était quand même super cool. Il y avait vraiment une histoire dans ce match-là qui était directement liée. Et c'était vraiment super sympa. Je vous invite à aller voir ce match. Il me semble pas qu'il ait duré si longtemps que ça, une dizaine de minutes, un peu, 10-15 minutes. Mais c'était quand même super cool. Une victoire de Bandido après avoir enchaîné magnifiquement sur d'abord Eorus et ensuite Flamita. Et qui finit avec son 21 Plex, qui je trouve pas que ce soit forcément une très bonne finisher. Je trouve que c'est un super coup, hein, un super move. Mais en tant que finisher, j'ai encore du mal. Hein. Mais voilà, Bandido qui remporte cette victoire et du coup qui s'affirme en gros comme le mec du Mexi Squad, même si, d'après les dires de Flamita durant ce combat, Mexi Squad is no more. Voilà, donc en gros, le Mexi Squad n'existe plus, d'après Flamita. On ira voir ce qui se passe hein, durant ces prochaines semaines, ces prochains mois, durant les prochains shows de Ring of Honor pour voir l'avancée de la chose. Mais en tout cas, Bandido, pour ceux qui ne connaissent pas forcément plus que ça, Bandido, catcheur incroyable. Le mec, déjà, il a un masque très original, ce qui est comme très cool, hein, parce que les luchadors, au bout d'un moment, quand tu connais le masque, tu te dis, bon, quand t'es pas forcément fan de lucha, tu te dis, bon, les masques, ils ont des masques, chacun a le leur, mais finalement, ça reste un masque. Alors que là, Bandido, il a vraiment une identité visuelle, il a aussi il est dans une forme physique assez incroyable. Et le mec est super bon. Malgré son petit gabarit, il est quand même très très trapu. Et surtout, il peut utiliser autant la force physique, puisqu'il peut porter quand même des mecs assez lourds, que l'agilité. Le mec est très très complet. Le mec est très très complet, donc c'est vraiment super cool.
Et je me suis dit d'ailleurs, après ce magnifique combat, ce magnifique match à 3, que je comprends toujours pas comment ça se fait qu'AEW n'a pas réussi à signer Bandido à l'époque, parce que Bandido a quand même fait partie du premier show qui n'était pas à l'époque AEW mais All In. Il a fait quand même équipe avec Rey Mysterio et je ne sais plus d'ailleurs contre les Young Bucks. Voilà, c'était un match 3 contre 3, c'était le main event de All In, le premier show. Et Bandido, pour moi, à ce moment-là, c'était clair et net que ça allait être le projet AEW parce qu'il était vraiment incroyable. Et finalement, il n'a pas été signé à AEW, il a été signé à la Ring of Honor. Il a d'ailleurs prolongé son contrat il y a quelques temps maintenant. Mais voilà, il faut que Ring of Honor mise à fond sur Bandido parce que c'est vraiment c'est le genre de catcheur où il y a écrit argent sur son masque, j'ai envie de dire. Et voilà, on a hâte de voir la suite. Le mec est méga complet, il a pas l'air si dégueu que ça au promo, parce qu'il parle un petit peu aussi. C'est l'avantage d'ailleurs de son masque, hein, c'est qu'il peut parler, même si on voit pas sa bouche. Mais voilà, le mec est méga complet, donc j'ai hâte de voir la suite autour de Bandido. Et croyez-moi que si Ring of Honor rate le coche, AEW par contre, ils n'hésiteront pas du tout pour le prendre. Et d'ailleurs, ce sera tant mieux pour eux, parce que ce sera un magnifique ajout du côté de All In, de All Elite même, j'ai envie de dire. Voilà. Le match suivant, c'était aussi un match, d'ailleurs comme tous les matchs qui vont suivre, un match avec une réelle construction. C'est ça aussi que j'apprécie beaucoup hein, dans le cas, je l'ai déjà dit lors des vidéos précédentes, si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller les voir. La construction, ça fait beaucoup. Et Matt Taven contre Vincent, ancien, je ne sais plus comment il s'appelait, Vinny Marseglia, quelque chose comme ça, d'origine italienne j'imagine. Voilà, qui formait l'équipe du Kingdom, hein, le Kingdom 2.0 avec Matt Taven à la tête. Et voilà, il y a eu plein d'histoires autour de la chose. Je ne vais pas forcément vous récap tout ce qui s'est passé, mais en gros, Matt Taven est devenu champion du monde en 2019 maintenant. Et en gros, Vinny à l'époque, comme il faisait appeler, ou Vincent, l'a un petit peu pris mauvaise parce que, d'après ses dires, Matt Taven avait un petit peu oublié Kingdom, voilà son équipe. Et du coup, on a la réalité qui dure quand même depuis des mois maintenant, mais que je trouve toujours super cool parce que, comme je dis, bah déjà la réalité a un réel fond de construction. Voilà, on sait que Matt Taven c'est j'ai pas envie de dire un pur produit Ring of Honor, mais un mec qui est là depuis très longtemps du côté de la Ring of Honor. Donc, il a fait quand même son chemin, il a gravi tous les échelons, il est même devenu champion du monde, comme je l'ai dit. Et forcément, les mecs autour de lui étaient plus les mêmes qu'avant, et eux aussi, ils ont besoin d'être mis en avant. Et du coup, voilà, une histoire, dans le monde du catch, une histoire de trahison. C'est très classique, mais ça fonctionne toujours quand c'est bien fait. Donc, la rivalité me gêne pas du tout. Le fait qu'elle dure longtemps aussi me gêne pas du tout, parce qu'il y a toujours, je trouve, quelque chose de pertinent à dire. On a eu récemment le retour de Mike Bennett avec Matt Taven, qui est lui, pour le coup, un des membres originaux de Kingdom, à l'époque avec Adam Cole. Donc voilà, dès que Mike Bennett avait terminé son contrat avec WWE, je l'avais dit, d'ailleurs même sur Twitter, n'hésitez pas à aller me suivre, @taofilpw, je l'avais dit que j'aimerais beaucoup que Mike Bennett revienne à la Ring of Honor pour former une équipe avec Matt Taven comme à l'époque de Kingdom. Et forcément, ils n'ont pas raté le coche, ils ont récupéré Mike Bennett pour venir aider Matt Taven dans cette rivalité contre Vincent et Batman, anciennement Tyler Batman. Voilà, c'est super cool. Le match était un street fight en gros, hein, c'était dans une arène qui était isolée avec. C'était très étrange hein, comme configuration, on dirait une sorte de, de gymnase, mais en tout petit, avec juste un ring au milieu. J'ai pas trop suivi l'histoire, je vous avoue, peut-être que j'ai oublié des informations. N'hésitez pas à me corriger en commentaire d'ailleurs. Mais voilà, c'était un street fight pur et dur. C'était très bien foutu quand même. La plupart du temps, quand on a des street fights, c'est vrai que voilà, c'est une bagarre un petit peu orchestrée pour essayer de rendre bien le truc. Mais là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était deux mecs qui se battaient dans un truc isolé, qu'il y avait des mecs qui filmaient. C'était classique, quoi. Il y avait un réel fond de vrai dans cet affrontement. Je vais pas dire un combat, parce que c'est pas vraiment un combat. Mais c'était super cool. Voilà, c'était super cool. Le match s'est terminé avec aucun vainqueur. Tout simplement parce que Matt Taven et Vincent étaient sur l'estrade, donc au deuxième étage de l'arène, en haut où il y a les chaises pour le public, et qu'un catcheur est venu pour les balancer directement depuis l'étage sur des tables qui étaient en contrebas, donc à l'étage d'en dessous. Et cet homme-là, d'ailleurs, je crois qu'il n'a pas été annoncé. Il me semble que d'ailleurs, il s'appelle Dutch. Il me semble que c'est quelque chose comme ça.
Mais voilà, apparemment c'est le nouvel allié de Vincent, parce qu'il est venu le récupérer en contrebas pour l'amener avec lui, et du coup le match se termine comme ça. Donc on pourrait dire que c'est un petit peu dommage de terminer un match dans un pay-per-view de cette façon, mais on continue l'histoire entre eux, et moi ça me plaît toujours. Voilà, une histoire, c'est pas forcément un point de trahison, un match, un rematch. Voilà, ça peut s'étaler sur plusieurs choses. Là, le fait que le clan de Vincent commence à aussi s'étoffer, je trouve ça cool. Le match qu'on a vu d'ailleurs à Final Battle avec Matt Taven et Mike Bennett d'un côté et de l'autre côté Vincent et Batman était aussi très cool. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié à l'époque, en tout cas en décembre dernier du coup. Et du coup, voilà, l'histoire continue à avancer. J'espère quand même que Mike Bennett va rester dans l'équation autour de Matt Taven, ça pourrait être cool. Mais voilà, j'ai hâte de voir la suite autour de cette histoire. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va venir rejoindre Matt Taven? Je pense pas du tout, Adam Cole, parce qu'il est encore du côté de WWE NXT, hein, donc c'est pas du tout dans ses projets de revenir du côté de Ring of Honor. Mais voilà, on va voir la suite pour Matt Taven et Vincent, parce que ça peut être encore super cool. Par contre, faut pas que ça s'étale encore jusqu'à la fin d'année. Mais je pense que d'ici cet été, ils peuvent arriver à un climax de l'histoire qui peut être super intéressante. Et si on a la bonne stipulation, les bons compétiteurs, et surtout, entre-temps, pas de choses qui détruiraient l'histoire, je pense qu'on peut atteindre vraiment un gros main event du côté de Ring of Honor. Voilà. Le match suivant, et on a eu, pardon, avant de passer au match suivant, j'allais oublier ça. On a eu une promo sur le ring de l'intervieweuse Queen McKay qui a fait venir Maria Kanellis. On parlait de Mike Bennett, donc on parle de sa femme désormais, Mike Kanellis Bennett, voilà, c'est son nom maintenant, qui est venue sur le ring tout simplement pour parler, pour faire un petit peu la promotion de la division féminine de Ring of Honor qui existe, effectivement. Vous l'avez peut-être oublié, mais elle existe. Et du coup, elle a décidé, parce qu'apparemment Maria Kanellis serait la représentante ou la Stephanie McMahon de la Ring of Honor. Du coup, elle a décidé de mettre en place un tournoi pour désigner la future championne Ring of Honor féminine. Ceinture qui est à l'abandon hein, maintenant depuis un moment, il me semble depuis 1 an maintenant. Après le départ de Kaylee Klein, il me semble, voilà, en février. Du coup, voilà, on a Angelina Love et Mandy Leon qui viennent sur le ring, l'association des Pindèches, un peu, on peut dire, qui viennent un petit peu dire non, non, moi j'ai pas besoin de faire ce tournoi, la ceinture elle est à moi, machin. Et du coup, Maria décide de faire un combat entre l'intervieweuse, apparemment l'intervieweuse peut catcher, Queen McKay contre Angelina Love, et celle qui gagne pourra passer le premier tour de ce tournoi pour désigner la future championne féminine Ring of Honor. Voilà, je sais pas trop quoi dire hein, de cette décision, c'est un petit peu bizarre. Et surtout, alors, très gentil, hein, Ring of Honor de, de vouloir remettre une championne féminine, mais avec qui qui est là, qui veut faire quoi? La division, on se plaint souvent hein, de la division féminine d'AEW, mais alors Ring of Honor elle n'existe même pas. Celle d'AEW elle est pas très bonne, mais celle de Ring of Honor elle n'existe même pas. Donc on va voir, hein, on va voir ce que ça vaut. Mais il faut des noms, voilà, il faut des noms. Si Jonathan Gresham il peut ramener sa copine Jordynne Grace du côté de Ring of Honor, ça me ferait plaisir, hein, parce que ça relèverait vraiment le niveau. Mais là, je vous avoue que cette décision, elle m'a fait un petit peu l'effet d'un prout, hein. Vraiment, je me suis dit, pourquoi j'ai pas envie de voir ça. Voilà. Le match suivant, du coup, c'était le championnat pure de la Ring of Honor. Jonathan Gresham, bien sûr, champion un petit peu incontesté de cette division pure qui est incroyable, qui a affronté Dax Draper. Il me semble que d'ailleurs que Dax Draper a remporté un combat plutôt dans les shows, hein, il me semble. Je sais pas si c'était dans le même show, dans un show précédent pour devenir challenger numéro 1 pour le titre. Et du coup, voilà, on a eu cette confrontation entre un Jonathan Gresham qui est déjà incroyablement physiquement incroyable, c'est l'un des meilleurs catcheurs de la planète, je le rappelle. Et Dax Draper qui est quand même un beau bébé, il me semble qu'il fait pratiquement 2 mètres, hein, donc il y a forcément une différence de taille, pas forcément au niveau de la taille physique d'ailleurs, mais en termes de catch hein, dans cet affrontement. Mais c'était quand même encore une fois un bon match de la division pure. Dax Draper a certes des imprécisions, je sais pas du tout depuis combien de temps il catch, mais ça se voit qu'il est pas très à l'aise forcément avec tout ce qu'il fait. Ils vont pas non plus d'ailleurs très très bien.
Mais Jonathan Gresham, forcément, un peu comme Daniel Bryan, même s'il catch contre un balai, c'est toujours incroyable. Donc Jonathan Gresham, bravo à lui. Le combat était super cool. Il a duré une vingtaine de minutes à peu près. Peut-être un petit peu trop long pour moi, surtout sur la domination de Dax Draper. Mais en tout cas, logique. Vu la différence de gabarit des deux, c'était logique quand même. Et Jonathan Gresham qui arrive quand même à faire la différence à la fin en renversant totalement le cours du match, parce que Dax Draper dominait un petit peu. Jonathan Gresham a réussi à renverser tout ça pour finalement réussir à remporter la victoire. Un petit peu, je peux pas dire volé, hein, mais très rapidement, c'était assez surprenant. Mais ça renforce encore une fois un Jonathan Gresham assez fou. Le spot qui est un petit peu raté et qui aurait pu être incroyable, c'est le suicide dive de Jonathan Gresham pardon, à l'extérieur directement sur Dax Draper. Il l'a récupéré directement en sleeper hold, en prise du sommeil, mais malheureusement Dax Draper n'a pas réussi à le garder debout, donc ils sont tous les deux tombés. C'était dommage, mais c'était quand même intéressant, je trouve, c'était cool, je me suis dit, oula, vachement osé comme move, pourquoi pas. Quelle est la suite pour notre Jonathan Gresham? J'ai hâte de voir la chose, mais en tout cas la division pure, c'est vraiment le point fort de la Ring of Honor. Et d'ailleurs, j'ai envie d'un petit peu de parler de ça, parce que la division pure, pour moi, c'est ce qui commence à faire la différence en fait entre la Ring of Honor et le reste. J'étais pas forcément pour le retour de cette division du côté de Ring of Honor, parce que c'est une ancienne ceinture, c'est quelque chose qui datait d'il y a 15 ans maintenant, quelque chose comme ça, et qui avait été arrêté avec la réunification de la ceinture de champion du monde, la réunification de la ceinture pure par Bryan Danielson, maintenant Daniel Bryan. Mais voilà, j'avais pas forcément. Je me demandais pourquoi ramener cette ceinture, avec qui. Et finalement, Jonathan Gresham, le tournoi déjà, le tournoi pour désigner le nouveau champion qu'il y avait eu il y a quelques mois était très très bon. Et Jonathan Gresham, il est au-dessus du roster, c'est incroyable. C'est limite insolent à quel point le mec a une différence de catch, de tout, d'attitude, de catch, de charisme, avec tous les autres membres du roster et surtout de cette division pure. Parce que le mec roule sur tout le monde en fait. Et du coup, forcément, faut qu'il reste champion. Et le mec arrive à mettre les autres en avant tout en restant le meilleur catcheur de la promotion. Et c'est incroyable. Voilà, donc pour moi, il faut continuer à miser sur cette division pure Ring of Honor. S'il vous plaît, continuez sur cette lancée, continuez avec Jonathan Gresham. Parce que je vous jure que à force de temps, les gens vont commencer à revenir du côté de Ring of Honor grâce à cette division pure surtout. Et surtout, c'est une stipulation qui est vraiment, je vais pas dire originale, parce qu'on voit déjà ça dans d'autres promotions, mais qui fait la différence. Voilà, on a envie de s'intéresser à la promotion, ne serait-ce que pour cette division pure. Donc bravo, c'est une belle réussite ce retour de ce championnat, de cette stipulation. Continuez, franchement continuez. Match suivant, qui est l'avant-dernier match, c'est la ceinture par équipe de Ring of Honor qui est défendue. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Dragon Lee et Kenny King étaient les champions désignés, enfin c'était les champions par équipe, mais forcément Dragon Lee n'est pas présent, donc Kenny King a dû défendre la ceinture avec quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre, c'est qui? C'est la Bestia del Ring, qui est le père de Rush et Dragon Lee, dans l'histoire, qui est aussi un ancien catcheur. Voilà, qui du coup va défendre la ceinture de son fils par équipe avec son partenaire Kenny King. Ils affrontent du coup The Foundation, qui est le groupe de Jonathan Gresham et de Jay Little qu'on verra dans le match juste après. C'est Tracy Williams, du coup le fraîchement nouveau champion télévision, et Red Titus, qui est lui l'ancien camarade de Kenny King dans les Midnight Express, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe avec une ancienne équipe de catch des années 80, mais voilà, qui ont formé une très très bonne équipe du côté de Ring of Honor notamment. Donc du coup, le match était quand même très très posé. Voilà, c'était vraiment posé. On a Tracy Williams qui raffronte Kenny King, qui fait son deuxième match de la soirée. Du coup, les deux font leur deuxième match de la soirée, cette fois encore pour une ceinture remise en jeu. Red Titus qui apporte le côté psychologie avec Kenny King forcément, et la Bestia del Ring qui apporte un petit peu le côté vétéran. Même si, je vous avoue, que durant ce combat, ça m'a pas forcément plu. Voilà, je trouve que la Bestia del Ring... Alors, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il valait quand elle était encore catcheur, mais je trouve vraiment qu'il est pas bon. Hein. J'ai essayé d'être clean au début, mais vraiment, je le trouve vraiment pas bon. Ils sont toujours accompagnés de Amy Rose, bien sûr. Mais voilà, j'ai trouvé le match pas forcément incroyable. Heureusement que la Bestia del Ring n'est pas le mec
sur qui on mise durant cet affrontement, parce que clairement, je trouve à côté de la plaque un peu. Mais voilà, il se positionne pas très bien, ils vont pas vraiment bien, il est très... voilà, c'est un bloc hein, le mec, hein, donc c'est un peu difficile. Mais voilà, bon après, là aussi j'imagine joue. Mais voilà, Tracy Williams fait encore une super performance. Ray Titus, je suis pas forcément fan de lui, je trouve pas charismatique plus que ça. Il est dans une très bonne forme physique, notamment depuis son nouveau personnage qu'il a depuis quelques mois, voire quelques années maintenant. De mec très sportif, un peu comme pas un bodybuilder, mais voilà, quelqu'un qui s'entretient. Donc voilà, il commence à avoir un petit peu ce truc-là. Mais ça n'a jamais été un catcheur qui fait la différence. Donc forcément, l'équipe de Tracy Williams et Ray Titus m'emballe pas plus que ça. Je l'ai dit un peu plus tôt, Tracy Williams, je trouve pas forcément plus charismatique que ça. Voilà, donc c'est peut-être aussi tout ça qui fait que je me suis pas forcément investi dans ce match. Surtout qu'il n'y a pas Dragon Lee, je suis désolé, mais Dragon Lee c'était pour moi l'élément important de ce show, en fait, hein, pas forcément que de ce match, mais de ce show. Donc voilà, c'est une victoire de Tracy Williams et Ray Titus pour devenir les nouveaux champions par équipe. Donc Tracy Williams devient en un soir le nouveau champion télévision et nouveau champion par équipe. Bravo, bravo j'ai envie de dire. Je pensais pas du tout hein, qu'il allait remporter les deux ceintures, je pensais que ça allait être l'une des deux. Mais voilà, il a remporté ces deux matchs et du coup il a remporté ces deux matchs de championnat également. C'est assez incroyable. Bien sûr, l'élément aussi important de cette chose, c'est Amy Rose qui encore une fois, voilà, dans le premier match, elle a un petit peu merdé en donnant cette ceinture mal positionnée pour faire perdre, enfin malheureusement, hein, pour faire perdre Kenny King. Et là cette fois-ci, c'est en donnant une chaise, en donnant une chaise à la Bestia del Ring qui est encore une fois mal positionnée du coup et réussit à en profiter pour remporter la victoire. Donc du coup Tracy Williams réussit à... Non il me semble pas d'ailleurs, non c'était pas Tracy Williams, excusez-moi, c'était Red Titus qui en profite pour reporter un full Nelson clutch, donc une sorte de camel clutch mais en full Nelson. Ça a l'air d'être d'ailleurs assez dangereux, hein, c'est comme move, hein, ça doit faire très très mal. Voilà pour faire abandonner la Bestia del Ring d'ailleurs il me semble. Voilà, donc forcément, Amy Rose, pas très douée toujours de ses mains, voilà, je peux pas lui en vouloir, comme je l'ai dit, moi aussi je suis pas très doué de mes mains, donc je peux comprendre. Et après le match, tout simplement, voilà, petite embrouille dans la faction Ingobena Bless, Kenny King qui lui en veut un petit peu, mais finalement il dit non c'est pas grave, et finalement il demande à la Bestia del Ring de lui foncer dessus, donc du coup la Bestia del Ring qui porte un incroyable spear sur Rose et qui la fout au sol. Et du coup, les deux qui partent comme ça avec une défaite, forcément, ils l'ont très mauvaise, parce qu'on va dire qu'à chaque fois, c'est à cause de Amy Rose, mais finalement, pas très sûr. Du coup, j'en profite pour parler de ce que je pense être la suite de ce programme. Du coup, je pensais clairement que... Je pensais déjà de base hein, que Kenny King allait faire perdre l'une ceinture ou l'autre ceinture, en tout cas soit la ceinture par équipe, soit la ceinture télévision, à Dragon Lee, et que celui-ci n'allait forcément pas apprécier. Bon bah finalement il a fait perdre les deux, donc j'imagine que Dragon Lee a encore une raison encore plus de pas apprécier. Le cas d'Amy Rose semble être mis de côté du coup, vu que Kenny King a pris ses dispositions par rapport à elle. Et logiquement, en tout cas moi dans ma tête, ce qui paraît logique, c'est que Dragon Lee, quand il va revenir, il va se dire putain, j'ai perdu mes deux ceintures, alors que j'ai même pas catché, contre Tracy Williams qui est un nul, et ça commence à me saouler quoi. Voilà, donc forcément, la ceinture par équipe, j'imagine qu'il va pas s'en prendre à son père, ce sera un petit peu bizarre. Donc forcément il reste Kenny King, et en plus Kenny King, bah, il lui a fait perdre la ceinture télévision aussi. Donc forcément il a fait perdre les deux ceintures. Donc je pense, clairement, je sais pas du tout comment ça va être, si ça va être comme ça déjà, mais en tout cas moi ma petite théorie, l'instant théorie, c'est que je pense qu'au retour de Dragon Lee, il va y avoir tension avec Kenny King sans doute, et forcément il va y avoir trahison. Voilà, donc je pense que la faction Igor Bless va trahir Kenny King pour lui faire comprendre voilà, que c'est un petit peu l'élément faible de cette faction, de ce groupe, et j'espère en tout cas que quelqu'un d'autre va prendre sa place quand même, et que cette personne-là, j'espère que ça va être Andrade Almas pour les pro NXT, ou La Sombra, même pour les plus anciens, pourquoi pas, parce qu'on sait, voilà, si vous suivez un petit peu le catch, pas forcément kayfabe, mais en dehors des rings, Andrade, d'ailleurs, même à l'époque de la CMLL, hein, Roche et La Sombra, la Bestia pas du tout, et La Sombra étaient très amis, ils sont d'ailleurs toujours très amis, et c'est d'ailleurs Andrade, pour la petite histoire, ça reste une rumeur, mais je pense vraiment que c'est quelque chose de vrai.
que c'est Andrade qui a dit à Rouge de pas signer avec la WWE, parce qu'à l'époque il avait le choix entre Ring of Honor ou WWE. Il lui a dit de pas signer à WWE tout simplement parce qu'ils n'arriveraient pas à l'utiliser à sa juste valeur. Aujourd'hui, Andrade a demandé à être libéré de son contrat WWE. Il a été libéré de son contrat WWE. Et pour moi, ça coule de source. Un peu comme Mike Bennett hein, avec Matt Taven, mais encore plus pour le coup, là, je trouve, qu'Andrade va arriver à la Ring of Honor, pas forcément en contrat exclusif, parce qu'il a dit qu'il veut recatcher aussi au Mexique, hein, et pourquoi pas même au Japon, ce serait cool. Mais voilà, Andrade arrive à la Ring of Honor, rejoindre la faction Igor Menables, rejoindre son meilleur ami Rouge. Ça pourrait être incroyable. Voilà, Andrade, c'est un putain de nom. Franchement, Ring of Honor ne passait pas à côté. Je sais que là, on va plus jouer sur pourquoi pas des offres, de l'argent. Mais d'après d'ailleurs les derniers dires de Andrade, hein, il a dit lui-même qu'il touchait 3 millions de dollars par an. S'il a décidé d'arrêter ce contrat, c'est clairement que l'argent, c'est pas sa priorité actuellement. En plus, il sort avec quand même Charlotte Flair, qui je pense, elle n'a pas forcément non plus de problème d'argent. Hein. Mais voilà, Andrade, je pense qu'actuellement, ce qu'il veut surtout, c'est catcher pourquoi pas avec ses potes, catcher dans un environnement qui le respecte. Et tout est là à Ring of Honor. Donc on a hâte de voir Andrade à la Ring of Honor. Et je vous le dis, comme dirait Paul Heyman, c'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Andrade sera à la Ring of Honor dans très peu de temps. Le main event, en parlant voilà, d'Andrade, Rouge, son meilleur ami, Rouge toujours champion du monde de Ring of Honor, il a récupéré la ceinture des mains de PCO il y a quelques mois maintenant, affronte peut-être l'un des plus grands champions Ring of Honor, en tout cas le champion avec le plus long règne, Jay Lethal. Il l'affronte dans un match de pratiquement 20 minutes, un petit peu moins, qui était très très cool. Voilà, Rouge, Jay Lethal, ça fonctionne bien, les deux ont une histoire à raconter, les deux sont super bons sur un ring. Je vais pas forcément faire du play-by-play, comme on dit, je vais pas vous dire les prises qui se passent à chaque fois, parce que c'est le genre de match qu'il faut voir, et qui fonctionne super bien. J'ai un petit peu, moi, je vais pas dire un problème, mais un truc qui me chagrine avec Rouge, c'est sa forme physique. Il est pas forcément non plus dans une shape incroyable, donc voilà, mais ça joue quand même avec son personnage de mec qui tape fort, donc ça va quand même avec lui, et puis il est toujours super charismatique, donc ça fonctionne très très bien. Victoire de Rouge, qui conserve quand même la ceinture de champion du monde de Ring of Honor. Voilà, c'était super cool. Il y a eu quelques distractions forcément avec les deux clans, parce que l'histoire un petit peu, c'est qu'il y a une guerre de clans entre The Foundation, donc le clan de Jay Lethal, Jonathan Gresham, Ray Titus et Tracy Williams, qui étaient dans le match précédent, et le clan de Rouge, donc la faction Igor Benables, avec Rouge du coup, Dragon Lee, qui n'est pas présent, Kenny King et la Bestia del Ring. Kenny King pour l'instant, je le rappelle. Mais voilà, et du coup, forcément, tout ça a amené un petit peu de distraction autour du ring, mais finalement, Rouge a réussi à reprendre l'avantage et remporter sa victoire avec ce magnifique Bull's Horn, donc ces coups de pied d'une violence inouïe dans le coin. J'avais un petit peu du mal hein, avec cette finisher au début, mais force est de constater qu'il le porte avec une telle violence que je suis obligé de me dire que c'est super crédible, parce qu'il n'y a pas de... voilà, il le porte tellement violemment que je me dis que ça fait forcément mal, donc forcément ça passe comme finisher. Voilà. Après le match, on a bien sûr toute la faction Igor Benables qui attaque Jay Lethal. The Foundation essaye d'arriver pour un petit peu voilà, porter assistance à Jay Lethal. Une grosse bagarre arrive et on a Brody King. Brody King qui arrive à ce moment-là, beau bébé, hein, toujours aussi Brody King qui arrive. Il y a un petit peu des dissensions hein, autour de Brody King et de Rouge, pas forcément qu'ils soient alliés, mais qu'ils ont un petit peu envie de se taper dessus. Brody King qui est aussi également l'ancien coéquipier de PCO, hein, l'ancien champion Ring of Honor. Donc forcément voilà, il y a beaucoup de trash talk qui s'insultent un petit peu. Mais Brody King n'arrive pas à avoir l'avantage, il n'arrive pas à prendre l'avantage parce qu'il est un petit peu tout seul. Donc ce soir il a décidé de venir avec de l'aide. Premièrement on a Tony Deppen qui vient, donc forcément à ce moment-là la faction de Gordon Bellas rigole un petit peu parce que Tony Deppen, malgré le fait qu'il soit un très bon catcheur, et reste un gabarit poids léger, donc à ce moment-là on rigole un petit peu. Et il rigole pas très longtemps parce que on a Chris Dickinson et Homicide qui arrivent derrière le ring et qui attaquent du coup directement la faction Igor Benables, qui les détruit, et ensuite du coup Jay Lethal qui reste sur le ring, et là Brody King relève Jay Lethal et le détruit également, donc on a une nouvelle faction qui arrive et qui compte ne pas forcément être ni gentil ni méchant, mais surtout se faire une place
avec que des bad guys, hein, que des mecs que t'as pas trop envie d'être pote avec eux ou de faire un barbecue avec eux, hein, mais qui restent quand même des compétiteurs assez intrigants du côté de Ring of Honor, j'ai envie de dire. C'est pas forcément les mecs qui sont. En tout cas, Chris Dickinson et Homicide sont pas forcément les mecs sur lesquels on se dit Ring of Honor dès qu'on voit leur tête, même si Homicide a une grosse histoire avec Ring of Honor. Mais voilà, une nouvelle faction. J'avoue que je ne connais pas Chris Dickinson, je regarde pas du tout la Game Changer Wrestling, donc je connais pas du tout Chris Dickinson, ça va être une découverte pour moi. Mais en tout cas, niveau physique, le mec en a posé un max, hein. Il a l'air dangereux et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Donc du coup, on termine ce show avec la nouvelle faction qui, je ne sais pas d'ailleurs si elle a un nom officiellement, mais en tout cas avec des catcheurs très, très intrigants. Voilà, on a hâte de voir la suite autour de la Ring of Honor, et surtout, vous le savez, on a hâte de voir l'arrivée d'Andrade, bien sûr, du côté de la Ring of Honor. On se quitte sur ces mots. On se dit rendez-vous très rapidement, sans doute pour NXT TakeOver le prochain, qui arrive très rapidement sur 2 nuits. Stand and Deliver, qui arrive du coup dans cette semaine de WrestleMania. Donc voilà, j'ai un petit peu rattrapé mon retard des reviews précédentes, et on va s'attaquer à la suite très rapidement. Soyez toujours fiers d'être fans de catch. N'hésitez pas à soutenir la chaîne également avec un commentaire, un j'aime et un partage. Et on se donne rendez-vous, comme j'ai dit, très rapidement. Bisous.